Et dans Marché à thème, on s'intéresse au sujet du moment, c'est l'intelligence artificielle. Difficile évidemment de passer à côté. On a des révélations tous les jours sur ce nouveau monde, que ce soit DeepSeek, le trublion chinois, Mistral avec le chat ou encore d'autres. Pour en parler, on va discuter justement de ces investissements technologiques avec une spécialiste, c'est Elina Berevi. Bonjour Elina. Bonjour Fabrice. Vous êtes associée fondatrice chez Revaya, un fonds de growth tech européen. Un petit mot justement de présentation sur Revaya. Oui, donc Revaya, on est une société d'investissement spécialiste notamment de l'univers du logiciel. Et notre métier, c'est d'accompagner des entreprises partout en Europe et de les emmener à une taille mondiale. Et on fait ça depuis Paris, Londres et Berlin. D'accord. Vous étiez au Grand Palais il y a quelques jours ? Absolument. Très bien. Et vous avez sorti The French AI Report 2024, une analyse approfondie des tendances d'investissement et des défis technologiques liés à l'IA. Vous avez fait ça avec le fonds Early Stage Galion et Chausson Partners. Alors, il nous apprend plein de choses, ce rapport. On va le détailler ensemble. Tout d'abord, la volatilité des marchés tech. C'est vrai qu'on voit ces valorisations. On a eu encore un exemple il y a quelques semaines avec une annonce, l'IA chinoise qui arrive et 1000 milliards de capitalisation qui sont partis en fumée. Tout le monde s'est un peu inquiété. Bon, on est revenu un peu à la normale depuis. Mais c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur ces valorisations des entreprises IA aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un point ensemble ? Alors, si on zoome sur l'écosystème des startups européennes, nous, on a plutôt observé que dans le domaine de l'IA, les valorisations se tenaient plutôt bien. Il y a même plutôt une inflation des valorisations. Et c'est lié au fait que ces sociétés développent des solutions qui, en fait, sont adoptées assez vite par les clients, puisqu'elles démontrent un potentiel de gain de productivité ou de l'automatisation. Et donc, on a plutôt vu des valorisations en augmentation, des montants levés qui sont entre 1,5 et 4 fois plus élevés que pour des sociétés de logiciels traditionnels. Et par ailleurs, ce domaine de l'IA capture aujourd'hui 20% des financements de la tech en Europe. Oui. Et c'est un chiffre qui est en croissance. Ouais, entre 1,5 et 4 fois des valorisations qu'on peut avoir sur les logiciels dits traditionnels. J'ai l'impression, Emilia, qu'on est un peu revenu peut-être à la tech des années 2000. Il fallait mettre .com et votre valorisation a explosé. Est-ce qu'on n'est pas dans cet effet halo sur l'IA en ce moment ? On peut se poser la question. Ensuite, charge aux investisseurs de distinguer le bon grain de l'ivraie. Mais il est vrai qu'on a observé que du côté des clients, donc des entreprises elles-mêmes, il y avait une adoption, en tout cas une propension en ce moment à tester beaucoup de solutions. Donc ça montre du coup des chiffres d'affaires assez croissants dans les sociétés, les startups de l'IA. Oui. Néanmoins, il faut être vigilant et s'assurer que, en effet, les entreprises gardent ces solutions au long cours. Et là, on est encore un petit peu tôt dans le marché, donc on ne sait pas si on va perdre des clients parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une meilleure solution qui vient d'être lancée. Une meilleure, moins chère. C'est vrai que ça peut rebattre les cartes. En tout cas, c'est vrai qu'on est toujours étonné, voire effaré des levées de fonds. Alors, je ne parle même pas aux États-Unis où on est vraiment sur des dizaines, voire des centaines de milliards d'investissements. En France, ou en tout cas en Europe, qu'est-ce qu'on voit justement ? 2024, ça a déjà été une année clé où il y a eu beaucoup d'investissements. Oui, on se défend bien en Europe. On a eu un certain nombre de levées un peu phares, donc comme Mistral en France, avec plus de 600 millions d'euros. Donc sur les modèles de fondation. Dans l'univers de la conduite autonome, on a eu Wave avec quasiment 1 milliard d'euros de levée, ou bien dans la défense avec Helsing, 450 millions d'euros. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est simplement la face émergée de l'iceberg, puisque 70% du financement a lieu dans les premiers tours de table. Et donc ça démontre qu'on a encore un potentiel de faire croître les financements, justement, growth, et quand les sociétés passent à l'échelle. Très bien. Justement, quand on se compare, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu des nains au niveau de la techno. Pourtant, vous nous dites, et c'est rassurant, on a une vraie carte à jouer en Europe. Absolument. Donc, si on regarde sur les 5 dernières années, les principaux hubs technologiques de l'IA en Europe, que sont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ont investi de façon continue dans l'IA et de façon croissante. La France, c'est 22% des investissements en IA, donc derrière le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne. L'un des défis qu'on a à relever, c'est le financement au stade croissance scale-up, où encore 50% des levées de fonds sont faites par des fonds internationaux, dont des fonds américains. Oui. Mais il est à noter que l'Europe prend en main son destin, puisqu'il y a une initiative qui s'appelle les champions européens de l'IA,
qui a mobilisé 150 milliards d'investissements privés dans l'IA et 50 milliards de financements publics annoncés par la Commission européenne. Donc on prend en main notre destin. Oui, est-ce que c'est suffisant quand on voit les échelles? Est-ce que par exemple des groupes comme Meta, Google, Amazon, Microsoft sont en train de mettre, on a l'impression qu'ils les mettent tout seuls avec leur trésorerie? Est-ce que c'est suffisant pour l'Europe? C'est une bonne question. Je pense que là, vous touchez du doigt le sujet de l'investissement des corporates. Et en effet, l'émergence d'un écosystème puissant, résilient en Europe sur l'IA ne doit pas reposer que sur les investisseurs de type fonds, mais également sur les entreprises elles-mêmes. Et donc ce travail de transformation, c'est en fait à chaque entreprise qui en a les moyens, et notamment les grandes entreprises qui ont de la trésorerie, de prendre la mesure de cette vague technologique et de saisir un peu évidemment de l'opportunité. Bien sûr. Alors Elina, si vous le voulez bien, on va rentrer un petit peu dans le concret avec justement qu'est-ce qu'on fait spécifiquement avec l'intelligence artificielle. Quels sont justement les segments les plus dynamiques en ce moment? Oui. Alors pour essayer de simplifier, nous on a classé 3 grandes catégories de startups dans l'IA. D'une part, les applications horizontales. Donc là, c'est des solutions génériques où on fait de l'automatisation ou de la gestion de données, par exemple, pour toutes les industries, toutes les entreprises. Deuxième catégorie, les applications verticales, où là, on s'adresse spécifiquement à un domaine, la santé, le juridique ou autre. Troisième typologie d'investissement, l'infrastructure IA. Donc là, c'est les modèles de fondation, les plateformes cloud. Dans notre rapport, on a choisi de zoomer un petit peu sur certaines thématiques qui nous semblaient porteuses. L'univers de la santé, par exemple, en France, on compte d'ores et déjà une 60aine de startups qui sont dédiées à l'innovation en santé. Et celles-ci ont levé plus de 150 millions d'euros de capitaux en 2024. Donc c'est le début de cet écosystème-là. Donc en seed, en première levée. En amorçage ou série A. Et deuxième catégorie, l'univers du climat, où là aussi, on a compté une 60aine de sociétés en France et un secteur qui est encore à développer. On s'intéresse également au rôle des investisseurs américains et européens qui financent justement aujourd'hui. Vous avez parlé peut-être des Américains qui viennent en deuxième rideau, on va dire, avec les poches un peu plus profondes. Oui, donc là, la chaîne de valeur, c'est très simplement sur les premiers tours de table, principalement des fonds européens. Sur les tours de table qu'on appelle late stage ou tours de croissance avec des fonds américains, principalement, en tout cas, à hauteur de 50% des montants levés. Et ensuite, troisième catégorie qui est assez importante et qu'on évoquait un peu avant, qui sont les corporates et les institutions publiques, qui représentent 16% des financements à partir des tours de série B, donc qui sont ces tours qui commencent à être plus substantiels. Et là, il faut distinguer le rôle de certains corporates qui, outre le financement, donnent accès à leur infrastructure, à leurs données. On peut citer le groupe Orange, par exemple, pour contribuer à cet écosystème. Ouais, c'est important justement d'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand nombre de data peut-être pour entraîner les modèles. Absolument. En fait, on se rend compte que dans cette course à l'IA, il y a une vraie valeur à la donnée. Donc les acteurs type grand groupe, mais aussi type solution de software historique qui capture de la donnée, en fait, ont un avantage concurrentiel parce que la donnée est chez eux. Et ensuite, il y a une partie de l'industrie qui croit qu'il va y avoir une commoditisation des modèles, ou en tout cas un nombre limité de grands modèles qui vont être accessibles à toutes les entreprises. Et finalement, la grande valeur est dans la donnée. Oui, on a souvent cette question, est-ce que justement c'est réservé aux grands groupes? Vous avez cité Orange, ou à ceux qui ont justement la donnée, sachant que la donnée, il faut aussi qu'elle soit bien organisée au sein de l'entreprise. Ouais. Ça, c'est aussi une des clés. Ça crée quantité d'opportunités pour les sociétés technologiques et pour les startups, justement d'aller travailler main dans la main avec leurs clients pour traiter la donnée, la stocker de la bonne façon, développer tout l'écosystème d'applications qui permet de faire de cette donnée, ultimement, un service et un process qui, dans son entièreté, peut être davantage automatisé ou plus rapide, ou au contraire, dans la santé, délivrer des innovations dont on ne peut pas encore rêver aujourd'hui. Bien sûr. Alors, des innovations, bien sûr, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question aussi sur le modèle économique. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un gros investissement et certains se sont dit, mais au fait, comment on va gagner de l'argent? Est-ce qu'on va améliorer, justement, vous le disiez, les process, peut-être des découvertes au sein d'une société? C'est quoi? C'est des gains de productivité? Qu'est-ce qu'on vise exactement quand on lance un projet comme ça dans l'intelligence artificielle? Oui, alors c'est là où on peut revenir à nos différentes catégories. En effet, quand on parle de la catégorie
infrastructure et notamment les modèles de fondation, c'est à ce jour des sociétés qui ont été très intensives en termes de capital. Donc, elles ont dû lever beaucoup de capitaux pour finalement une génération de revenus qui arrive un petit peu après. Quand on parle des domaines dans l'IA qui sont horizontaux ou bien verticaux, là, on est sur des sociétés qui ont des modèles très, très simples, qui sont des modèles de software as a service, de logiciels, d'abonnement, et où la monétisation, elle arrive dès que le service est rendu. Donc, elle arrive très, très vite, instantanément. Après, il va y avoir en effet des domaines qui ne sont pas encore émergés aujourd'hui, mais je pense à notamment de l'accélération de la recherche médicale. Là, en effet, l'investissement dans le modèle est très important et la génération de revenus vient quand le médicament est découvert. Bien sûr. Donc là, ça va être des modèles plus intenses en termes de capitaux. Oui. Alors, on est vraiment sur l'IA, effectivement, infrastructure horizontale, verticale, on a bien compris. Est-ce que vous prenez en compte également tout ce qui est infrastructure, mais physique, comme les data centers? Est-ce que ça fait partie des investissements de l'IA? Oui, c'est juste. Donc, on les inclut dans notre rapport. Ce qui est intéressant sur le domaine de l'infrastructure, c'est que c'est d'autres typologies d'investisseurs qui vont justement apporter leur pierre à l'édifice. Ouais. Là, ce sont des fonds d'infrastructure qui, depuis des dizaines d'années, investissent dans l'univers du cloud et dans les data centers. Et donc, ces investisseurs-là viennent en quelque sorte en relais ou en complément de l'investissement que des gens comme nous, les fonds de capital risque et les fonds de croissance, faisons dans les solutions elles-mêmes. Donc, ce qui est assez fascinant dans cet écosystème de l'IA, c'est qu'il y a en fait une mobilisation très importante qui est nécessaire de toute une chaîne de valeur du financement qui va du capital risqueur au fonds d'infrastructure, en passant par la puissance publique et en passant par les grands corporates. Donc, c'est une opportunité vraiment formidable pour tout un univers de collaborer ensemble à l'émergence de ces technologies. Et alors, vous qui gérez justement un fonds, est-ce que les investisseurs, ceux qui nous regardent, on peut investir justement directement dans un fonds comme ça, spécial IA? Oui, alors aujourd'hui, les acteurs historiques de l'investissement en technologie dédient une partie de plus en plus importante de leurs fonds à l'investissement en IA. Donc, je le disais plus tôt, c'est 20%. On peut se dire qu'à peu près tout le monde va mettre 20%, voire plus pour certains. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers dispositifs de la loi de finances, il y a aussi une démocratisation de l'accès à l'investissement technologique, via notamment le dispositif MIDI JEI, donc qui permet en fait de défiscaliser des investissements dans des jeunes entreprises innovantes. Et par design, les sociétés d'IA sont des jeunes entreprises innovantes. Oui, tout à fait. Si on résume, on voit aujourd'hui que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une priorité pour les investisseurs. Les perspectives, quelles sont-elles justement, si on résume? Oui, si on résume, il y a un premier enjeu qui est de faire passer à l'échelle l'ensemble de ces financements, notamment les financements de croissance. Et comme je disais, ça passe par une mobilisation de l'écosystème. Deuxième enjeu, faire passer à l'échelle l'infrastructure, donc c'est les data centers, le cloud qui doit développer ses capacités de calcul. Et troisième enjeu, c'est évidemment assurer la continuité du financement dans des domaines plus spécifiques, plus techniques, comme la santé, les deep tech et d'autres univers où on attend des ruptures technologiques. D'accord. Et un petit mot de la réglementation. On voit qu'on était très rapide en Europe à brandir les réglementations avant que ça soit lancé pratiquement par rapport aux États-Unis qui développent avant peut-être de réglementer. Un petit mot là-dessus. Oui, pour être dans ce dialogue avec les institutions européennes, il y a vraiment l'enjeu de, en effet, avoir un cadre réglementaire qui reste évidemment très protecteur des données personnelles, et l'Europe a été pionnier dans ce domaine-là. Néanmoins, si la réglementation va trop loin, il y a un risque pour les startups de devoir dévoiler leurs recettes, de devoir dévoiler la source du modèle et la combinaison des données qui fait la recette. Et ça, c'est important que la réglementation n'aille pas dans ce niveau de détail, parce qu'on a un enjeu de compétitivité de nos entreprises. Et quand d'autres continents ne sont pas soumis aux mêmes réglementations, on a un vrai risque d'avoir du retard sur la compétitivité de nos modèles. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur ces grandes tendances d'investissement dans l'intelligence artificielle, dont à retrouver The French AI Report 2024. Merci Elina Verrebi. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de Reveil, un fonds qui est dans la tech et notamment sur ces sujets. Cette édition de Smart Bourse arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis, toujours plus nombreux sur les réseaux également. Et comme la planète finance n'arrête jamais de tourner, on se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Bonne soirée à tous.